J'ai commencé la musculation il y a 17 ans, je suis coach sportif depuis bientôt 13 ans et je fais des vidéos sur YouTube depuis presque 9 ans. On peut dire que je m'y connais un petit peu en hypertrophie et vous savez que j'ai quand même des convictions assez fortes sur l'entraînement et même sur la diététique. Mais pour moi, un vrai professionnel, c'est quelqu'un qui se remet en question. Et étant donné que j'ai quand même envie d'être considéré comme un professionnel, et bien pendant toutes ces années de pratique et toutes ces années d'expérience en tant que coach, il a fallu que je me remette en question et j'ai pas honte de le dire, j'ai changé d'avis. Donc restez avec moi parce que je vais vous expliquer pourquoi j'ai changé d'avis et pourquoi j'ai décidé de revoir certaines de mes positions. En numéro 1, parlons des temps de récupération. C'est probablement la première variable que j'ai abordée sur ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs, on peut toujours retrouver la vidéo qui date de 2014, je crois, et qui s'intitulait « Pourquoi vous ne progressez plus à cause des temps de récupération ». Et dans cette vidéo, je vous explique que si vous ne progressez plus, c'est parce que vous prenez trop de temps de récupération entre chacune de vos séries. Alors déjà, laissez-moi vous expliquer pourquoi je disais ça, et ensuite je vous expliquerai pourquoi j'ai changé d'avis. J'ai commencé la muscu il y a 17 ans, donc en 2006, et à cette époque-là, vous vous doutez bien que je savais pas comment rechercher des études scientifiques sur Internet. Et c'est bête à dire, mais en 2006, Internet, c'était pas exactement la même chose. Pour utiliser Internet, c'était une vraie galère. On avait un temps limité par semaine. Quand quelqu'un téléphonait, on pouvait pas utiliser. Ouais, c'est Greg. Et toutes les ressources que j'avais, c'était en fait les interviews de bodybuilders que je pouvais trouver dans les magazines, genre Flex Magazine, Muscle et Fitness, etc. Et on avait les Jay Cutler, les Ronnie Coleman, les Dexter Jackson, qui tous partageaient leur entraînement avec des temps de récupération très court, je parle de 45 secondes à 1 minute 30 entre des séries de squats ou de presse à cuisse, qui sont pourtant des exercices très demandeurs sur lesquels on nécessite normalement un peu plus de récupération. Et puis, après avoir passé mon diplôme d'éducateur sportif, j'ai bouffé du Charles Poliquin, dont on va reparler juste après. Et Charles Poliquin, même s'il ne conseillait pas que les temps de récup courts, eh bien il partageait souvent des programmes d'entraînement avec des temps de récup courts et beaucoup de tempo d'exécution d'ailleurs. Donc j'étais persuadé que les temps de récup courts c'était meilleur pour l'hypertrophie. Vous rajoutez à ça du German Volume Training, du Vince Gironda qui proposait de faire du 8x8 avec 30 à 45 secondes de récupération, et vous avez la recette parfaite pour être convaincu qu'il ne faut pas prendre plus d'1 minute 30 entre chaque série. Et le pire, c'est que ça marchait très bien sur moi. C'est que j'ai toujours eu l'habitude de prendre des récup courts et j'ai pris quand même beaucoup de muscles grâce à ça. Mais avec le recul, et en me renseignant un petit peu plus au fur et à mesure des années, j'ai bien compris que mes gains musculaires, je les devais pas au temps de récup court, mais je les devais plutôt à d'autres variables comme le choix des exercices, le volume d'entraînement surtout, et puis ma technique d'exécution qui était quand même pas dégueulasse. Aujourd'hui, je suis très heureux de dire le contraire et de vous affirmer que pour l'hypertrophie, comme pour la force d'ailleurs, les temps de récup longs vont être plus efficaces. Et les études sur la question sont presque unanimes parce qu'on peut trouver encore 2-3 études qui mettent en avant la supériorité des temps de récup courts, mais la grande majorité des études scientifiques s'accordent à dire que les temps de récup longs sont plus efficaces. Mais alors, il y a deux questions qui se posent. Pourquoi je continue, moi, à prendre des temps de récup courts et pourquoi dans beaucoup de programmes que je propose d'ailleurs, il y a toujours des temps de récup courts. Faut bien garder en tête que les temps de récup courts, et quand je dis temps de récup court, ça peut aller de 30 secondes jusqu'à 2 minutes de récupération. On peut considérer que 2 minutes de récupération, ça reste court sur certains exercices. Les temps de récup courts sont effectivement moins efficaces pour l'hypertrophie que les temps de récup longs, mais ça ne veut pas dire que les temps de récup courts ne sont pas efficaces pour l'hypertrophie. Attention, la distinction est très importante. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait prendre de grandes quantités de muscles en prenant des temps de récup courts. Et pourquoi sur mon programme perso et sur les programmes que je propose, il y a toujours des temps de récup courts, c'est tout simplement pour gagner du temps. Faut pas oublier qu'on ne vit pas dans un monde parfait où on a tous 2h30 pour s'entraîner. Vous avez des trucs à faire, j'ai des trucs à faire, et j'ai pas envie de passer plus d'1 heure, 1 heure et quart à la salle de sport. Et je préfère largement réduire mes temps de récupération et augmenter mon volume d'entraînement plutôt que d'allonger mes temps de récupération et de réduire mon volume d'entraînement, même si les charges que je pourrais utiliser seront effectivement plus lourdes. Donc j'ai changé d'avis, je le reconnais. Les temps de récup longs sont plus efficaces pour l'hypertrophie. D'ailleurs, en parlant de résultats d'études scientifiques qui sont un peu contradictoires, je vous ai mis 2 références dans la description. Une étude qui indique la supériorité des temps de récup longs et une étude qui indique la supériorité des temps de récup courts. Donc vous voyez qu'en fonction des études, en fonction de la manière dont elles sont menées, on peut avoir des résultats totalement différents. Mais c'est clair et net que les études scientifiques qui montrent que les temps de récup courts sont plus efficaces pour l'hypertrophie, c'est plutôt l'exception que la règle. L'énorme majorité démontre encore la supériorité des temps de récup longs. Donc oui, j'ai changé d'avis. Je reconnais volontiers que les temps de récup longs sont plus efficaces pour l'hypertrophie, mais qu'il faut conserver les temps de récup courts dans votre arsenal parce que ça peut toujours être utile en fonction de vos objectifs. En numéro 2, j'ai changé d'avis sur les glucides. Pendant une certaine période, j'avais littéralement la haine des glucides et je faisais tout ce qui était en mon pouvoir pour en consommer le moins possible, alors que je m'entraînais 6 à 7 fois par semaine en musculation. Et en fait, ça vient en partie de notre cher Charles Poliquin. Il faut savoir que pendant une période, juste après avoir validé mon diplôme d'éducateur sportif, en février 2011 c'était, je bouffais du Charles Poliquin à tous les repas. Je lisais tous ces nouveaux articles sur le site Testosterone Nation. Je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent de ce site. Je crois qu'il existe encore, mais il n'y a plus d'articles qui sont publiés. Mais en tout cas, j'allais tous les jours sur T-Nation pour lire les articles de Charles Poliquin et de Christian Thibaudeau, mais surtout de Charles Poliquin. Et Charles Poliquin, c'est pas un gars très nuancé, c'est plutôt un coach assez extrême. Et il disait très clairement qu'il y a des acides aminés essentiels
Il y a des acides gras essentiels, mais il n'y a pas de glucides essentiels. Donc techniquement, on n'en a pas besoin pour fonctionner. Et Charles Poliquin aimait bien répéter une phrase. Il disait qu'il fallait mériter ses glucides. C'est-à-dire que les glucides, on ne méritait de les consommer que si on avait fait des séances d'entraînement très intenses. Ce qui n'est pas délirant comme conseil, hein, mais c'est clairement un peu extrême. Donc à cette époque-là, je faisais la chasse aux glucides dans mon propre programme diététique. Et puis les premiers clients que j'avais en coaching, je leur conseillais très clairement de manger un minimum de glucides s'ils voulaient améliorer la perte de gras. Je me rappelle très bien de conseiller à certains de ne pas dépasser les 90 grammes de glucides, juste le nécessaire pour que le cerveau fonctionne, et puis le reste, n'en ont pas besoin. Alors là, c'est clair que pour changer d'avis, j'ai changé d'avis, hein, parce que maintenant, je bassine tout le monde pour consommer des glucides, surtout lorsqu'on fait de la musculation de manière intensive plusieurs fois par semaine. Alors pour nuancer un tout petit peu, je suis quand même un peu d'accord avec Charles Poliquin dans le sens où il faut mériter ses glucides, mais clairement pas de là à avoir une conduite extrême à manger 90 grammes de glucides par jour. En tant que pratiquant de musculation, on dépend quand même largement des glucides comme substrat énergétique, c'est-à-dire qu'on va s'en servir comme énergie pour nos séances d'entraînement, mais les glucides rentrent en jeu dans l'aspect de vos muscles aussi, parce que le glycogène musculaire, donc le glucose, le sucre que vous avez à l'intérieur de vos muscles, s'accompagne aussi d'eau. Donc plus vous avez de glycogène musculaire, plus vous avez d'eau dans vos muscles, et de l'eau dans les muscles, c'est une très bonne nouvelle, hein, je vous rappelle. C'est ce qui va vous permettre d'une part d'être plus performant à la salle, et d'autre part d'avoir des muscles plus galbés. Donc, on veut du glycogène musculaire. Mais au-delà des considérations esthétiques, les glucides rentrent en jeu aussi dans la récupération. Consommer des glucides dans les quelques heures qui suivent votre entraînement de musculation, c'est quand même la meilleure façon de faire baisser le taux de cortisol, parce que je vous rappelle que lorsque vous consommez des glucides, il y a une sécrétion d'insuline, et les sécrétions d'insuline s'accompagnent par une baisse des sécrétions de cortisol. Petit aparté, c'est d'ailleurs pour ça que je vous déconseille de manger beaucoup de glucides avant l'entraînement, parce que consommation de glucides provoque une sécrétion d'insuline qui va donc inhiber les sécrétions de cortisol, mais pendant un entraînement de musculation, on veut du cortisol. On veut ce stress qui va déclencher le phénomène d'hypertrophie. On ferme la parenthèse. Mais du coup, consommer des glucides dans les quelques heures après un entraînement de musculation, c'est quand même la meilleure façon de prendre soin de sa récupération. Donc oui, j'ai changé d'avis. Aujourd'hui, je consomme beaucoup plus de glucides qu'il y a 10 ans en arrière, même qu'il y a 6-7 ans en arrière, je pense. Que ce soit en prise de muscle ou en perte de gras, je vois vraiment pas de raison de trop réduire les glucides. Attention, je pars du principe que vous regardez cette vidéo en tant que pratiquant de musculation ou pratiquant d'un autre sport. Si vous êtes complètement sédentaire et que vous ne faites pas de sport, alors peut-être que le discours va changer. Mais j'imagine que c'est pas votre cas, donc consommez des glucides. Ok, on va rester dans le domaine de la nutrition, mais je vous avoue que le prochain sujet, j'en ai presque un peu honte. J'ai presque honte parce que je l'ai dit de nombreuses fois, mais n'oubliez pas qu'on parle de l'époque 2014-2015, hein, donc ça fait un moment, où je conseillais de ne pas compter les protéines végétales dans son apport en protéines journalier. C'est-à-dire que je l'ai dit très clairement dans plusieurs vidéos d'ailleurs, qu'il ne fallait compter dans son quota d'apport en protéines journalier que les protéines animales ou que les protéines complètes. C'est-à-dire que les 15 ou 16 grammes de protéines que vous avez dans vos 200 grammes de riz, fallait pas les compter parce que c'est de la protéine végétale. Alors là, clairement, j'avais tort. J'avais tort pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'étais persuadé que l'anabolisme musculaire, c'était quelque chose qui se jouait sur un seul repas, et pas sur une journée ou une semaine ou une période encore plus longue. Je pensais en fait, à l'époque, qu'à partir du moment où des protéines n'étaient pas complètes, elles n'allaient pas contribuer à la croissance musculaire. En réalité, il faut avoir une vision bien plus complète de tout ce que vous avez mangé dans la journée. Et les protéines de votre riz, par exemple, même si effectivement elles sont incomplètes, elles vont pouvoir être complétées parce que vous mangez plus tard dans la journée. Et au final, à partir du moment où vous avez des sources de protéines qui sont complémentaires, qu'elles soient animales ou végétales, à partir du moment où elles se complètent, elles vont contribuer à la croissance musculaire. Et pour étayer tout ça, je vous mets la référence d'une méta-analyse dans la description. La méta-analyse date de quelle année? Elle date de 2021, donc elle est plutôt récente. Cette méta-analyse compare justement les effets des protéines animales et des protéines végétales sur la prise de muscle, la prise de force. C'est une méta-analyse qui regroupe 16 articles et qui en arrive à la conclusion suivante, je vous le lis. Les résultats de la méta-analyse démontrent que la source des protéines n'a pas d'effet sur la masse musculaire, n'a pas d'effet sur la masse maigre ou sur les gains de force. Donc la conclusion est plutôt claire, vous pouvez totalement prendre du muscle en consommant que des protéines végétales, ou même si vous n'êtes pas végétarien, en faisant des repas qui n'ont pas de protéines animales de temps en temps. Donc oui, j'ai changé d'avis, moi-même ça m'arrive très régulièrement, c'est-à-dire plusieurs fois par semaine, d'avoir des repas où il y a 0 protéines animales. Je continue à manger de la viande, je continue à manger du poisson, je consomme des produits laitiers, mais pour vous faire un comparatif, il y a 10 ans de ça, c'est-à-dire dans la période 2011-2014, je mangeais tous les jours au moins 400 grammes de blanc de poulet ou 200 grammes de blanc de poulet plus 200 grammes de poisson. Vous rajoutez à ça la protéine en poudre, vous rajoutez à ça les œufs au petit déjeuner. Donc clairement, on sentait bien ce désir d'avoir des protéines animales à chaque fois. Bon, maintenant, c'est plus du tout le cas. Je contrôle toujours mon apport en protéines journalier, mais je suis totalement OK avec le fait d'avoir des repas qui n'ont pas de protéines animales. Ceci dit, attention, écoutez bien, les protéines animales sont et seront toujours supérieures aux protéines végétales. Ça, c'est clair et net,
il n'y a pas de débat là-dessus. Mais ce serait problématique si un individu consommait uniquement la même source de protéines végétales tous les jours. C'est-à-dire que oui, si vous essayez d'atteindre 120 grammes de protéines dans la journée uniquement en consommant du riz, alors déjà vous allez manger beaucoup de riz, et d'autre part, effectivement que ça sera pas intéressant pour la prise de muscle. Mais personne ici ne mange qu'une seule source de protéines dans la journée. On est bien d'accord que tout le monde a des associations d'aliments, et à partir de ce moment-là, c'est ok. D'ailleurs, la supériorité des protéines animales, c'est aussi l'une des conclusions de la méta-analyse que je viens de vous présenter. Et je vous ai mis également la référence d'une autre étude dans la description qui conseille, si vous êtes végétarien, de manger un peu plus que ce qui est conseillé en termes de protéines pour justement avoir les bons apports et être sûr que vous avez assez d'acides aminés essentiels pour contribuer à la prise de muscle. Donc si vous êtes végétarien, je vous conseille vivement de consulter cette deuxième référence. En parlant de sources de protéines végétariennes, les amis, est-ce que ce serait pas le moment de remercier le sponsor de la vidéo qui est Season? Season, ça fait plus d'1 an que je travaille avec eux. Ils m'envoient des repas toutes les semaines, j'en parle très souvent dans mes stories Instagram, et vous êtes d'ailleurs nombreux, en me voyant consommer des repas où il n'y a pas de protéines animales, à me demander « Ouais mais Nassim, elles sont où tes protes ?» Et bah voilà, maintenant vous avez la réponse à la question. Les protéines animales, j'en mange pas à tous les repas. Mais ce qui est bien de toute façon avec Season, c'est qu'il y a un choix de fou. Les recettes sont hyper variées, elles changent toutes les semaines. Vous pouvez choisir tout ce que vous voulez en fonction de votre apport calorique et des aliments que vous consommez ou que vous ne consommez pas. Sur tous les repas, en plus, vous avez les quantités de macronutriments, de protéines, glucides, lipides, pour être sûr d'être dans les clous. Et en plus d'être pratique, faut dire ce qui est, Season, c'est super bon. Les repas préparés, en général, on se dit c'est pas ouf. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est un repas que j'aurais pu préparer moi-même, et ça me donne pas du tout l'impression de consommer un plat préparé. Et puis les ingrédients sont hyper bien choisis, donc si vous êtes en manque d'inspiration pour vos prochains repas, ou si parfois vous manquez un peu de temps pour vous préparer des bons repas, eh bien commandez sur Season, vous cliquez sur le premier lien dans la description, vous avez 30% de réduction sur votre première commande. Pour ça, par contre, il faut utiliser le code Nassim30. Donc n'hésitez pas à tester Season, premier lien dans la description, 30% de réduction avec mon code Nassim30. Ok, maintenant on va aborder le sujet du cardio avec un véritable retournage de veste. Non, je plaisante, mais j'ai complètement changé d'avis sur le cardio à haute intensité, le cardio en intervalle. J'étais à une époque le plus gros défenseur de cardio à haute intensité. J'adorais ça et j'utilisais presque exclusivement ça pour faire mes pertes de gras. Pour ceux qui ne le savent pas ou qui sont abonnés à la chaîne depuis pas très longtemps, d'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ce genre de conseils. Ça serait dommage de rater les prochaines vidéos parce qu'il y a plein de bons conseils qui arrivent. Et puis vous savez que ça fait plaisir de voir le compteur des abonnés monter petit à petit. Donc les amis, faites-moi plaisir et rendez-vous service parce que je suis sûr que ça pourra vous permettre de progresser à la salle. Enfin bref, pour ceux qui ne me connaissent pas depuis très longtemps, j'ai fait 11 compétitions de fitness depuis que j'ai commencé la musculation. J'ai fait de la compétition dans une catégorie qu'on appelle Men's Physique. Et du coup, pour préparer ces compétitions, je faisais des pertes de gras qui allaient de 3 à 6 mois, où le but c'était du coup de perdre le maximum de gras pour se présenter sur scène avec le bon ratio de masse musculaire et de masse grasse. Et pour toutes ces préparations, forcément, il fallait choisir du cardio. Non pas que le cardio soit indispensable pour perdre du gras, mais du coup, pendant mes préparations, je faisais du cardio. Et j'ai fait très souvent du cardio à haute intensité, parfois même à jeun. Et quand je vous dis du cardio à haute intensité, ça pouvait être des sprints, donc 10 fois 100 mètres par exemple, ou 12 fois 100 mètres, ou alors des accélérations sur du vélo, sur du rameur, sur du ski erg, etc. En fait, le cardio à haute intensité, c'est une histoire un peu compliquée. Parce que oui, c'est efficace. C'est même très efficace pour perdre du gras. Et c'est même très efficace pour améliorer sa condition cardiovasculaire. D'ailleurs, je vous ai mis la référence de 2 études dans la description. Chacune compare les effets du cardio à haute intensité et du cardio à intensité modérée sur la perte de gras et l'amélioration de la condition cardiovasculaire. Et le résultat des 2 études démontre que certes, le cardio à intensité modérée, ça fonctionne très bien aussi, ça fait perdre du gras, mais il y a quand même un petit avantage, ou même je crois dans la 2e étude, un gros avantage pour le cardio à haute intensité. Alors dans ce cas-là, pourquoi j'ai changé d'avis si c'est aussi efficace? Parce que vous vous en doutez, sur cette chaîne, ce qui nous intéresse, c'est pas uniquement de perdre du gras, c'est aussi de conserver, voire même de prendre de la masse musculaire. Et effectivement, là, ça change absolument tout à l'équation. Donc si par exemple, demain, vous me dites « Nassim, mon objectif, c'est la perte de gras. Je m'en fous du reste. Je veux de la perte de gras, je veux quand même essayer de conserver du muscle, mais mon objectif principal, c'est la perte de gras. » Là, effectivement, probablement que je vous conseillerais un mix de cardio à haute intensité et de cardio modéré. En fonction du temps que vous avez pour faire vos séances, peut-être même que je vous mettrai que du cardio à haute intensité. Mais sauf que ce serait un gros raccourci de dire que tous les pratiquants de musculation sont intéressés par la perte de gras. Vous pouvez d'ailleurs le dire dans les commentaires, je serais intéressé de savoir si vous êtes plus intéressé par la perte de gras que par la prise de muscle ou l'inverse. Mais du coup, les pratiquants qui portent la même importance à la prise de muscle et à la perte de gras ne peuvent pas faire que du fractionné en espérant conserver leur masse musculaire ou même en espérant performer à la salle de sport. Parce que le fractionné, le cardio à haute intensité, c'est épuisant. Et je parle du vrai cardio à haute intensité. Je parle pas de votre fractionné qui en fait n'en est pas, ou vous allez faire du 30-30 sur un rameur. Le fractionné, c'est vraiment des alternances d'efforts maximales. Et quand je dis maximal, c'est vraiment maximal, faut pas s'économiser, avec des périodes de récupération. Et quand vous regardez le fractionné de la plupart des pratiquants qui décident d'en faire, et ben en fait, ils vont être à 80-85% de leur max pendant les phases d'accélération avant de récupérer.
bah ça c'est pas du fractionné, c'est presque du cardio à intensité modérée. Donc pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ont déjà fait des vraies séances de fractionné, vous savez à quel point c'est épuisant et qu'on met parfois plusieurs jours à en récupérer. Donc à partir de là, je vois pas comment ça pourrait être intégré à un programme de musculation où vous avez envie de faire de la surcharge progressive pour continuer à progresser. Donc oui, j'ai changé d'avis et c'est aussi parce que j'ai commencé la course à pied il y a presque un an maintenant et que ça m'a fait réfléchir un petit peu aux avantages du cardio à intensité modérée que clairement je sous-estimais pendant bien trop longtemps. Quand j'ai commencé à avoir de bons résultats en musculation, dire aux alentours de 2011-2012, j'étais un peu ce kéké de la musculation qui ne jurait que par les exercices avec charge libre. J'étais évidemment persuadé que c'était supérieur pour l'hypertrophie et que pour moi, à cette époque-là, un pratiquant qui ne fait pas de squat ou encore mieux du front squat avec les mains croisées sur l'avant comme Ronnie Coleman en se bousillant les clavicules, du développé couché, du rowing buste penché, du soulevé de terre, des dips lestés, c'était pas un vrai pratiquant de musculation. Alors attention, j'ai rien contre ces exercices parce que je continue de temps en temps à les effectuer, mais c'est clair qu'aujourd'hui, par rapport à il y a 10 ans, j'ai clairement changé d'avis sur l'intérêt des machines en musculation. Et autant à une époque, j'étais persuadé que c'était un truc de feignant, un truc de débutant, un truc d'assisté, disons-le. Aujourd'hui, je suis très heureux de reconnaître que des bonnes machines de musculation sont supérieures à des charges libres pour l'hypertrophie. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, même si je maîtrise toujours et que j'apprécie faire les mouvements classiques effectués avec charge libre, il m'arrive très souvent d'avoir des séances de musculation où il y a presque que des machines de musculation en fait. Ça m'arrive très souvent de faire des séances jambes où je vais pas toucher une barre ou des haltères de muscu. Ça m'arrive très souvent de faire des séances bras où je touche pas un haltère ni une barre de muscu. Et maintenant que j'y pense, ça m'arrive très souvent de faire des séances dos où je touche pas un haltère ou une barre de musculation non plus. Les machines de musculation, lorsqu'elles sont bien faites, c'est un gros avantage pour l'hypertrophie. D'une part, vous avez un max de stabilité, ce qui va vous permettre de produire plus de force, donc de soulever plus lourd et d'avoir plus de tension mécanique. Une machine de musculation, lorsqu'elle est bien construite, elle a une trajectoire de mouvement parfaite, bien alignée avec les fibres musculaires du muscle que vous avez envie de travailler. Une machine de musculation, lorsqu'elle est bien construite, elle peut vous permettre de vous rapprocher ou même d'atteindre l'échec musculaire sans risquer la blessure. Déjà, là, on a 3 raisons qui devraient nous convaincre d'utiliser des machines de musculation. En fait, je pense que n'importe quel pratiquant, n'importe quel coach d'ailleurs, devrait se détacher émotionnellement des exercices faits avec charge libre. Parce que clairement, si autant de pratiquants et même autant de coachs mettent en avant les exercices effectués avec charge libre, c'est pas parce qu'il y a des vraies raisons qui sont biomécaniques par exemple, mais c'est juste parce qu'ils y sont un peu attachés émotionnellement. Ce que je peux comprendre. Mais on n'est pas là pour écouter ses sentiments, on est là pour construire du muscle. Et pour construire du muscle, les bonnes machines de musculation, c'est clairement un gros avantage. Alors je nuancerai quand même un tout petit peu mes propos parce que je trouverais ça dommage de voir un pratiquant de musculation qui gère parfaitement son exécution sur des machines de muscu, mais qui n'arrive pas à gérer un squat libre, un développé couché, des dips ou du soulevé de terre. Ça serait quand même vraiment dommage parce que qu'est-ce qui se passerait pour ce pratiquant si un jour il doit s'entraîner dans une salle où il n'y a que des barres et des haltères? Il est perdu. Et moi, même si aujourd'hui mes séances sont principalement composées de machines de muscu, vous me donnez une barre olympique et une paire d'haltères, je peux m'entraîner correctement. Ça sera peut-être pas optimal pour l'hypertrophie musculaire, mais c'est clair et net que je peux me faire des exercices qui seront assez efficaces pour me stimuler un petit peu mon système musculaire. Donc n'ayez pas peur des machines de musculation. Faut pas considérer ça comme de la triche, faut pas considérer ça comme des outils juste pour les débutants. Les machines de musculation, c'est très bien. Aujourd'hui, on en a de très bonnes, donc je vous recommande de les utiliser autant que possible. J'ai aussi changé d'avis sur le déficit calorique pour perdre du gras. En tant que coach, lorsque j'ai passé mon diplôme d'éducateur sportif, on nous répétait sans cesse que pour une perte de gras, il valait mieux privilégier des déficits caloriques progressifs et pas trop agressifs pour éviter que la personne reprenne du poids une fois sa perte de gras terminée. On nous mettait en garde contre les dangers de la perte de gras trop rapide, que ce soit du point de vue diététique que du point de vue entraînement d'ailleurs. On nous disait bien, et pas juste quand j'ai passé ma formation d'éducateur sportif, c'était aussi sur toutes les ressources que je consultais sur internet à cette époque, n'y allez pas trop fort sur les déficits caloriques et n'y allez pas trop fort sur l'intensité des séances, la durée des séances et les séances de cardio pour la musculation. Mais du coup, est-ce que c'est vrai cette idée reçue? Est-ce que c'est risqué d'avoir un déficit calorique agressif? Est-ce que c'est risqué de perdre du gras ou perdre du poids rapidement? Est-ce que perdre du poids rapidement, ça vous expose à une plus forte probabilité de reprendre tout le poids que vous avez perdu et même plus encore? Et ça tombe bien parce qu'il y a une étude qui a été faite sur la question. Je vous mets la référence dans la description. C'est une étude qui date de 2010, donc certes, c'est pas la plus récente du monde, mais je trouve qu'elle est quand même bien conduite. Cette étude a comparé les effets de 3 pertes de poids. Un premier groupe qui perdait du poids rapidement, 600 grammes par semaine. Un deuxième groupe qui perdait du poids de manière modérée, entre 200 et 600 grammes par semaine. Et un troisième groupe qui perdait du poids de manière lente, moins de 200 grammes par semaine. La perte de poids a duré 6 mois et toutes les personnes qui ont été analysées pendant cette étude scientifique ont continué à être pesées jusqu'à 18 mois après l'étude scientifique. C'est pour ça qu'elle est intéressante, parce qu'elle est menée sur le long terme. Et il n'y a pas eu de différence sur la reprise de poids entre les 3 groupes. Et la conclusion de l'étude
est très clair. Les résultats indiquent un avantage aussi bien sur le court terme que sur le moyen terme d'une perte de poids rapide. La perte de poids rapide a forcément provoqué plus de résultats et une meilleure maintenance sur le long terme. Et la perte de poids rapide n'était pas susceptible de reprendre plus de poids que ceux qui l'avaient perdu de manière graduelle. Donc c'est exactement pour cette raison qu'aujourd'hui, je suis quand même presque plus partisan du déficit calorique agressif en début de perte de gras qu'un déficit calorique progressif. Parce que comme l'étude le démontre bien, et mon expérience me le démontre aussi, et quand je parle de mon expérience, c'est mon expérience en tant que pratiquant, mais aussi en tant que coach. Je vous rappelle que j'ai suivi des milliers de personnes à travers mes différents programmes. Et clairement, un déficit calorique agressif en début de perte de gras, ça permet forcément de perdre du poids assez rapidement. Et cette perte de poids rapide, elle est géniale pour la motivation parce qu'on voit son corps changer assez vite et du coup, ça nous motive encore plus à rester concentré. Alors qu'avec une perte de poids progressive, les résultats mettent un petit peu plus de temps à s'installer et il suffit qu'on ait une petite perte de motivation parce qu'on met un petit peu plus de temps à se voir évoluer, ça peut être assez pour craquer, manger ce qu'on ne devrait pas manger ou ne pas aller à la salle alors qu'on devrait aller à la salle. Alors bien sûr, je suis le premier à reconnaître que tout ça, c'est largement individualisé en fonction du caractère d'une personne, en fonction de son quotidien, en fonction de ses responsabilités, de ses contraintes. C'est clair qu'on peut avoir tendance à plus conseiller un déficit calorique agressif à certaines personnes qu'à d'autres. Donc oui, avant que vous le disiez dans les commentaires, c'est clairement individualisé. Mais la meilleure façon de vérifier si un déficit calorique agressif peut être adapté à votre quotidien, à votre mode de vie, c'est encore d'essayer. C'est pas quelque chose dont il faut avoir peur et c'est pas quelque chose qu'il faut fuir comme la peste parce que la plupart des coachs ont jusqu'à aujourd'hui dit que c'était vraiment pas bien de perdre du poids trop rapidement. Mais alors ça veut dire quoi perdre du poids rapidement et quel serait mon conseil par rapport à ça? Une perte de poids rapide, ce serait entre 1 et 2% de votre poids de corps par semaine. Donc par exemple, si vous faites 90 kg, ça reviendrait à perdre entre 900 grammes et 1,8 kg par semaine. 1,8 kg par semaine, donc 2% du poids de corps, c'est une perte de gras qui est quand même très rapide. Mais ça ne veut pas dire que vous allez perdre 2% de votre poids de corps toutes les semaines pendant 10 semaines. Ça veut dire que c'est ce qui va se passer au début, de façon à vous faire progresser assez rapidement pour qu'ensuite potentiellement vous réduisiez un petit peu la sévérité du déficit calorique. Mais du coup, si vous vous posiez la question, c'est pour ça que je peux descendre assez bas en termes d'apport calorique lorsque j'ai envie de perdre du gras et j'ai tendance à procéder de plus en plus de cette façon-là pour les personnes à qui je fais des programmes. Ok les amis, c'est tout. On a fait le tour de tous les sujets sur lesquels j'ai changé d'avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je serais curieux de savoir si vous pensiez la même chose que moi et si vous aussi vous avez changé d'avis. On pourra continuer à en discuter. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On met un gros pouce en l'air et nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. A plus.